Je m'appelle Camille, je suis née il y a 35 ans en banlieue parisienne, dans une famille où on était 4 enfants. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis née à Brest mais on a très vite déménagé pour rejoindre la Franche-Comté. Donc j'ai grandi, j'ai fait mes études en Franche-Comté. Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis née dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly. J'ai quand même toujours vécu dans un univers où on faisait attention aux autres, où on valorisait le bénévolat, le fait de donner son temps, de proposer des activités à des jeunes. J'ai toujours aimé le lien social, j'ai toujours aimé discuter, j'ai toujours aimé parler des gens qui me racontent leur vie, essayer de les comprendre, de les conseiller, plus ou moins utilement. Mais voilà, ça a toujours été un rapport aux autres que j'ai toujours aimé. J'ai toujours adoré l'école, les 2 mois de vacances d'été, c'était trop long. D'une heure à l'autre, il y avait plein d'activités et je sais que moi j'y étais très sensible et je me posais pas la question de est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Non, c'est juste c'est trop bien, j'ai envie d'essayer, de tenter, d'expérimenter. J'étais plutôt une enfant réservée et calme, toujours un peu comme aujourd'hui. J'aimais beaucoup dessiner, j'ai toujours gribouillé un peu partout. Je sais pas bien dessiner, mais j'aime bien laisser mon imagination se poser sur la feuille. Donc j'ai longtemps voulu être juge pour enfants, parce que je trouvais que c'était un beau métier et que ça me paraissait pouvoir concrètement aider des enfants qui pouvaient vivre dans des univers et dans des milieux qui n'avaient pas la même chance que celui dans lequel moi j'avais grandi. Mais j'ai aussi commencé à regarder comment on devenait juge et je pense que rapidement c'est un peu ça qui m'a fait lâcher. Alors j'ai eu de la chance quand même d'avoir des parents du coup suffisamment attentifs pour se rendre compte que je prenais des choix d'études qui étaient peut-être pas tout à fait les plus adaptées à ce que j'avais envie de faire. Et donc, ils m'ont fait suivre par une conseillère d'orientation avec qui j'ai fait des tests. Et en fait, c'est vrai que la rationalité de tests et donc de voir en quoi on est bon, ça a beaucoup aidé à faire mes choix. Et donc, c'est elle, la première, qui m'a donné conscience que j'avais quand même une capacité de maîtrise de la langue assez importante, ce qui globalement rendait les études littéraires, sciences politiques peut-être plus adaptées à mon profil. Et donc j'ai intégré Sciences Po à Lyon. Peu de temps avant l'événement fatidique, j'étais avec mes cousins, on chahutait un peu et j'ai dû me prendre un coup à l'oreille. Je commençais à avoir vraiment très très mal, c'était très enflé, très gonflé, rouge. Donc en fait mes parents m'ont emmenée aux urgences et c'est là qu'on a découvert que j'étais atteinte d'un cholestatome. Donc c'est un nom un peu savant, mais c'est simplement une tumeur bénigne. Mon audition a chuté au point où je devienne malentendante et où je n'ai pas d'autre choix que de porter des appareils auditifs. Je sais que je parlais de ma maladie assez facilement et j'arrivais à m'en plaindre aussi assez facilement. Et en fait, au détour d'un petit conflit avec une amie, je me suis pris au visage que de toute façon, les gens traînent avec toi parce que t'es malentendante, t'as une maladie. Donc il y avait cette idée de les gens traînent avec toi par pitié. Et ça m'a vraiment beaucoup impactée. J'ai commencé à développer une certaine pression sociale, on va dire. Inconsciemment, j'avais cette idée que mon corps était défectueux. Donc si en plus ma personnalité n'était pas forcément géniale, qui voudrait traîner avec moi, qui voudrait bien m'aimer? On pouvait commencer assez rapidement à se spécialiser et donc j'ai découvert les métiers de la communication. Alors c'est très progressif et au début c'est quand même relativement théorique. Mais globalement, je sentais que ça m'intéressait, le traitement médiatique, tout ce qui était ce qu'on appelle infocommunication, donc comment on traite un événement. J'ai eu envie d'approfondir tout ça. Ma première expérience en tant que communicante, c'était en stage dans un cabinet de conseil qui faisait de la communication corporate, mais plutôt vers le public, vers le secteur public. Et c'est là où j'ai tout découvert. On se nourrissait en lisant des études d'opinion, en lisant des sondages. Donc j'aimais beaucoup parce qu'intellectuellement, je trouvais qu'on apprenait beaucoup. Et ensuite, je suis partie dans une autre entreprise qui faisait plutôt du commerce. J'ai pu approfondir aussi ce que c'était que la communication quand on était du côté de l'entreprise et qu'on voit du coup la stratégie à plus long terme. Je m'y suis un petit peu moins épanouie parce que c'était un sujet qui était quand même très marchand, très capitalistique. Je me suis rendu compte que si je partais là-dedans, dans la communication, ça ne m'intéressait plus suffisamment. Et que en fait, ce que j'avais aimé aussi dans le cabinet de conseil, c'était ce côté un peu intérêt général. J'avais pas un métier qui pouvait changer les choses parce que j'allais faire de la communication et que finalement, pour beaucoup, c'est une fonction support, mais que moi, je trouve que c'est un métier qui est magnifique et qui peut servir du coup des intérêts un petit peu plus grands. En discutant avec un de mes anciens chefs et en lui disant que je cherchais à changer, il a commencé à me parler
de personnes qui pouvaient être susceptibles d'être intéressées. Et donc j'ai passé des entretiens pour intégrer un cabinet ministériel au sein de l'Éducation nationale. Ça a très bien fonctionné avec le collaborateur du ministre. Je sais pas, il y a eu quelque chose à un moment de l'entretien où il s'est dit que peut-être je comprenais les enjeux. Je pense que ce qui a plu à l'époque en tout cas, c'était que je ne sois pas militante aussi, parce que j'avais pas moi d'aspiration à faire de la politique. J'étais là pour découvrir un nouveau monde, j'étais là pour mettre à la limite ce que je savais faire au service de quelque chose de grand. L'Éducation nationale me paraissait en cela vraiment servir l'intérêt général et je me suis dit que c'était idiot de pas y aller et donc j'ai pris. Travailler avec un ministre, ça a toujours un côté très intimidant. C'est quand même des hommes qui décident de prendre des fonctions qui sont très importantes avec à la fois beaucoup de pouvoir, beaucoup de risques. Donc ils ont un gros poids sur les épaules et moi mon travail c'était de rendre ces décisions plus légères, de lui permettre de faire le lien entre cette vision très large et l'application sur le terrain. C'était à la fois très logistique, c'était aussi très politique, parce qu'une visite ministérielle, ça se prépare avec la préfecture, avec les élus locaux, etc. J'ai vu énormément d'établissements scolaires. Ça, c'était super, parce que j'ai vu des gens tellement investis dans leurs fonctions, avec des projets magnifiques. Je pense que je n'avais jamais autant trouvé de sens dans mon travail. On travaille tous les jours, on travaille le week-end, on travaille le soir, on travaille parfois la nuit, on travaille très tôt le matin, on travaille tout le temps. J'ai eu de la chance d'avoir un copain à l'époque et un mari aujourd'hui qui a été extrêmement compréhensif sur le fait que cette expérience était unique. On a dû faire demi-tour sur l'autoroute, on a dû changer des trains, je l'ai rejoint plus tard à des mariages, j'arrivais une demi-heure avant le début. Toutes ces choses-là, elles sont arrivées et il a été toujours extrêmement compréhensif dans la mesure où ça n'allait pas durer trop longtemps. On n'est pas là pour que ça dure toujours. Et faire carrière dans la politique sans jamais penser que ça peut s'arrêter, c'est compliqué. Je me suis plutôt dirigée dans le droit parce que j'avais l'impression de me sentir utile et d'avoir un impact un peu sur la vie des gens. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que clerc de notaire. D'abord en droit de la famille. Cette expérience a été plutôt assez brève et ensuite j'ai trouvé une autre étude où j'ai fait du droit immobilier. On passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait au final aux clients, à quoi ça va servir et pourquoi on le fait, pourquoi on leur demande tout un tas de papiers. Et ensuite, on a notre cœur de métier où on passe quand même le moins de temps, c'est la rédaction des actes. Même si on n'avait pas tant de liberté que ça, parce qu'il fallait bien retranscrire des contrats prédéfinis, c'était quand même la partie du métier qui m'intéressait le plus. Mais là, aujourd'hui, je me sens, vers la fin plutôt, je me sentais plus vraiment à ma place. Arrivée en L3, dans ma promotion à l'époque, les seuls choix entre guillemets qu'il y avait, les plus importants en tout cas, c'était soit de continuer sur un master recherche ou sinon l'enseignement. C'est vrai que c'est un métier que je voulais faire étant toute petite. J'avais une grosse peur de m'ennuyer dans mon travail et là je me disais non, tu vas enseigner le français, les maths, la géographie, l'art plastique, le chant, le sport, il y a beaucoup de matières, tu vas tomber d'une année à l'autre, tu peux changer de niveau. Donc finalement en fait je me suis mis sur ce rail qui était pas loin. En M2 on commence à travailler, on est moitié du temps à la fac et moitié du temps à l'école. Et il s'avère que je suis affectée sur une classe de maternelle. Je me retrouve avec un triple niveau. Dès le moment où j'ouvre la porte et que je commence à accueillir les premiers enfants, je regarde autour de moi et je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas ma place du tout. Assez rapidement, en regardant ce qui se passait autour de moi, je me suis rendu compte qu'au moment des élections, les choses pouvait bouger un petit peu. J'ai choisi les élections municipales de 2020. Ça a été, je pense, l'adieu ou le au revoir le plus dur que j'ai dû faire. Se dire qu'on va repartir dans des fonctions plus standards où on risque de s'ennuyer. Le fait de plus être au courant de certaines choses un peu en amont. Le fait de perdre un peu cette adrénaline aussi. Et de servir des causes qui, à l'époque en tout cas, j'avais peur de les trouver fades. Et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, au rectorat de l'Académie de Lyon, il y ait un départ en retraite. Et donc un poste s'est libéré dans des choses que je savais déjà un petit peu faire. Cette fois-ci, c'était un cabinet d'un haut fonctionnaire, donc je savais que ce serait moins prenant. Je pensais naïvement, en revanche, que j'allais pouvoir plus ralentir. Moi, j'ai eu 2 grossesses sur cette expérience-là. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais mes enfants que je n'avais plus cette envie de disponibilité importante. Je voulais rentrer relativement tôt le soir quand même et je voulais passer du temps avec mes enfants. J'ai décidé d'arrêter en janvier et je suis vraiment partie fin mai. J'ai décidé de garder mes enfants à plein temps, au moins pour la fin de l'année scolaire, donc c'est relativement court, finalement c'était 3 mois. Donc je suis passée de directrice de cabinet adjointe à mère au foyer. Donc c'est forcément complètement autre chose. C'est tout aussi dense, croyez-moi, mais c'est pas les mêmes contraintes et c'est intellectuellement différent, mais c'est très riche. Mais je me suis aussi dit qu'il fallait quand même, à partir du mois de septembre,
que je réfléchisse à quelque chose parce que c'était pas pérenne et que j'avais quand même envie de travailler. Arrive décembre, je fais un IRM et on se rend compte que ma maladie est de retour. Quand on m'annonce que je dois me faire réopérer, j'ai un soulagement. Au lieu d'être déçue, je suis soulagée en me disant chouette, je vais arrêter d'enseigner. Et quand je reprends une classe pour 2 jours, c'est des CE2, CE1, CE2 je crois, je me rends compte que ça va pas du tout parce que en soi j'entends les enfants, mais tous les sons m'agressent. C'est vraiment très compliqué pour moi de subir le bruit, de gérer le bruit, de devoir supporter un appareil qui me fait mal. Et je me rends compte effectivement qu'en plus d'être un métier qui heurte ma personnalité, c'est aussi un métier qui peut... qui n'est pas tout à fait raccord non plus avec mon physique. La médecin du travail m'a proposé de demander un mi-temps thérapeutique. Ça se met en place et l'année suivante, du coup, je commence l'année en connaissant mon école, en connaissant mon niveau de classe, en connaissant mes collègues. Enfin, c'est vraiment tout un environnement... le meilleur environnement que j'ai eu. Sauf que un dimanche soir, je vais me coucher et en fait, je commence à faire une crise d'angoisse, de panique. Donc là, je prends conscience que ce qui me fait peur et ce qui déclenche mes crises d'angoisse, c'est le fait de dormir. Si je vais dormir, ça veut dire que je vais me réveiller et quand je vais me réveiller, ce sera le lendemain et ce sera le moment d'aller au travail, d'aller à l'école. Et quand j'arrive à mettre des mots sur ça, vraiment, je me remets à pleurer d'emblée et en fait, je comprends que c'est vraiment ça le problème, que là, j'arrive à un point vraiment de saturation très très fort. J'appelle mon inspectrice, ma directrice plutôt, pour lui dire là je ne viens pas cette semaine et je reviendrai sûrement plus du tout. Et depuis cette semaine-là, je ne suis plus jamais retournée à l'école. Il y a un soulagement immédiat de je n'y retournerai plus. Donc ça c'est chouette. Ce qui est moins chouette, c'est que juste après le soulagement, c'est la culpabilité qui lui emboîte le pas. Je me sens nulle, je me sens flemmarde, je me sens feignante. J'ai des journées où à quoi bon sortir de mon lit parce que personne ne m'attend, j'ai rien à faire, j'ai pas de but à poursuivre. Je pense que c'est la première fois que j'arrive dans une telle situation d'échec. Donc à partir de ce moment-là, je prends conscience qu'il va vraiment falloir accélérer la reconversion et donc accélérer ma demande de bilan de compétences. Pendant tous ces mois où j'ai quand même pris le temps de réfléchir, je me suis aussi rendu compte que quand je réfléchissais seule, je partais dans tous les sens et que je trouvais tout super. Donc je me suis dit que j'avais besoin que quelqu'un me cadre et me cadre urgemment avant de faire n'importe quoi et de faire 3 mois quelque part, 6 mois ailleurs, enfin voilà. J'ai pris contact avec plusieurs organismes en bilan de compétences parce que rapidement je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je sais faire ? Et en fait ce qui m'a plu avec Garance et moi, c'est qu'ils ont une vraie approche féminine, c'est-à-dire qu'ils nous réduisaient pas à notre maternité, mais en revanche elle faisait pleinement partie des interrogations et de ce que prenait en compte la coach. Donc on s'inscrit, etc. Et puis après, on a accès à tous les profils de coach qui existent. Je voulais pas me retrouver face à une femme qui allait me dire on peut tout faire. Parce que moi, par contre, j'étais persuadée que moi, Camille, j'étais pas capable de tout faire. Et que je pourrais pas être à la fois une salariée exemplaire et disponible comme moi je vis la disponibilité et une maman exemplaire et disponible. Et donc j'avais besoin de quelqu'un qui voit les choses à peu près comme ça et je l'ai trouvée. Elle avait une famille nombreuse, ce qui est aussi plus ou moins mon objectif. Elle avait travaillé dans plein de fonctions différentes et elle était extrêmement calme et à l'écoute. J'ai choisi Garance et moi sur recommandation d'une amie qui était passée par cet organisme et qui avait été très satisfaite. C'était axé sur la carrière des femmes et je pense qu'à ce moment-là, ça répondait aussi à un besoin que j'avais. Et avec Angélique, ma coach, qui m'accompagnait pendant ce bilan de compétences, on a travaillé sur les valeurs, sur ce qui m'intéressait maintenant. Je pense qu'il y avait un mot qui est ressorti de ce bilan de compétences, pour le coup, c'était le mot concret. C'est dans le sens où quand on commence, tout est à plat. Et quand on finit de créer, au final, on a quelque chose en 3D qu'on peut toucher, qu'on peut voir et on sait à quoi ça sert. Donc je commence à demander, à faire mes petites recherches, trouver un cabinet, etc. J'ai aussi mon congé longue maladie qui arrive à ce moment-là, donc j'ai un peu cette sérénité de me dire, bon, là, pendant quelques mois, j'ai pas à me soucier de l'aspect financier. Sur les réseaux sociaux, je vois passer le cabinet Garance et moi, qui est totalement digitalisé et aussi qui est plus axé sur la reconversion des femmes. Je prends un premier rendez-vous avec eux, et finalement, c'est ceux qui sont les plus réactifs, qui arrivent le plus à répondre à mes questions et à
Enfin, j'ai une meilleure vision de ce que ça va donner avec eux, donc je décide de partir avec le cabinet Carencément. J'avoue que j'avais pas d'idée très précise de ce que je recherchais chez la coach que j'allais choisir. J'ai juste scrollé comme ça sur les profils. Et finalement, je tombe sur celui de Valérie. J'ai rencontré quelqu'un de dynamique, d'optimiste. Et il y avait cette idée de on va apprendre à se connaître soi, pour trouver un métier. Et donc du coup, j'ai fait un atelier avec un ébéniste, puis un atelier avec un sellier. Et c'est la sellerie qui en est plus ressortie. C'était avec un sellier en domaine automobile, donc je ne sais pas trop ce qui me plaît moi. Et du coup, le métier de maroquinier lui m'intéresse plus. Parce que j'aime pour le coup bien les sacs. Passer d'un patron à plat, de vraiment tout travailler, de créer le patron, de séparer toutes les pièces, de les réassembler pour après aboutir à un produit unique fini. C'est ça qui me plaît dans ce métier-là. Après mon bilan de compétences, je me suis pas lancée directement dans la reconversion. J'ai repris un travail administratif parce que financièrement, on en avait besoin. Quand on a acheté notre maison, on avait notre appartement à vendre. Il s'est pas vendu aussi rapidement qu'on l'espérait, donc on a beaucoup utilisé nos économies. Donc là, on voudrait refaire des économies avant de me lancer dans cette nouvelle aventure qui va, on le sait, conduire à une baisse de salaire au début. Quand on commence à penser à ce genre de métier et la perte de salaire que ça peut induire et les conséquences sur la famille, on s'interroge, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Et puis je pense que c'est là où on met en perspective ce qu'on a vécu avant et les raisons pour lesquelles on a voulu partir et ce qu'on pense trouver en changeant de métier. Donc c'était une des conversations qu'on a eues avec mon mari et du coup, comme ça, qui m'a dit qu'il me soutenait aussi. Ça a un peu dissipé les doutes que ça peut engendrer. C'est pas parce que j'ai fait mon bilan là maintenant qu'il faut que je leur fasse tout de suite une formation ou même que je me lance auprès d'un artisan. Ça peut se faire sur plusieurs étapes. Et c'est la voie que j'ai choisie, du coup, d'abord de rassurer financièrement la stabilité du foyer et ensuite mettre en œuvre ma reconversion. Au moment, on doit interroger des proches et des anciens collègues sur comment ils nous voient. C'était très riche pour moi de voir comment j'étais dans les yeux des autres et en fait, en plus, ils disaient tous la même chose. Aucun me voyait changer de métier. Tout le monde trouvait que la communication, c'était quand même mon truc et que ça m'allait bien parce que j'aimais parler, que j'étais plutôt à l'écoute, que je rédigeais bien. Globalement aussi, tout le monde trouvait que j'avais été très passionnée par les enjeux d'éducation. Et en fait, le hasard a fait que j'ai contacté une personne qui travaillait dans une fondation d'entreprise. Elle m'a mis en lien avec une association que sa fondation accompagnait et qui est une association qui travaille dans la formation à la lutte contre le harcèlement scolaire. Moi, à ce moment-là, je me disais « Oh, je sais pas travailler dans l'associatif directement, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, etc. » Mais j'ai quand même rencontré la personne qui effectivement me correspondait bien. Et c'est vrai que un peu en même temps que la fin de mon bilan, il a été question que je me lance en indépendante pour travailler pour eux quelques heures par semaine. Tout le monde avait l'air de dire « Bah non, mais ça a du sens, donc vas-y ». Et donc finalement, j'ai fini mon bilan de compétences en ayant dans la foulée un début de contrat en freelance. En démarrant en freelance, du coup, pour moi, c'était très nouveau parce que j'avais eu des postes dans les 5 dernières années qui étaient exclusivement en présentiel. J'avais jamais travaillé chez moi, mais je me suis quand même rendu compte que ça permettait une grande souplesse dans les horaires et donc ça me permettait d'être là pour les enfants. Et assez rapidement aussi, je me suis dit que j'allais vouloir peut-être un peu grossir et continuer d'autres accompagnements différents. J'ai donné quelques cours, ça m'a bien plu. Enfin voilà, que j'aimais bien cette version très diverse de mes missions. Alors, c'est plus de pression parce qu'on doit décider soi-même ses choix et puis à la fin du mois, il faut être rémunéré. Et puis jusque-là, moi, j'avais eu beaucoup des fonctions de l'ombre. On travaille pour des gens qui prennent la lumière, mais nous, on prend jamais la lumière sur nos travaux, enfin sur nos missions, etc., ou très peu, et puis on n'est pas là pour ça. Et là, j'allais devoir me vendre et exister par moi-même et en expliquant ce que je savais faire. Donc ça, c'est toujours d'ailleurs un grand challenge. Je me rends compte déjà de plusieurs choses, de cette idée de j'aime bien partir d'un problème et le régler, et pas juste être celle qui va l'imposer. Donc c'est un peu ce que j'avais dans ma posture d'enseignant, où c'est moi qui décide de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y avait quelques petites pistes qui arrivaient, mais aucun métier bien précis. Et on arrive au moment du bilan où on doit questionner nos familles, nos amis, nos anciens collègues sur quelles sont nos qualités, quels sont nos axes de progression et aussi dans quel métier est-ce que tu me verrais. Et mon papa me dit « Bon d'accord, je veux bien te le remplir, mais c'est toi qui écris à ma place. » Donc je le fais vraiment en visu avec lui. Et arrive cette question de « Dans quel métier est-ce que tu me verrais ?» Et il me sort responsable HSE.
D'accord papa, qu'est-ce que c'est? Non mais il y a une petite jeune dans notre boîte qui fait ça, bon en gros elle règle un petit peu les problèmes mais c'est sympa, bon elle est souvent au bureau et je l'écoute me faire cette description tout à fait pas glorieuse et je me dis mais ça me correspond pas du tout, je me vois pas du tout faire un job de bureau, enfin il me connaît pas très bien finalement. Et en fait en lisant la description du poste je me rends compte que c'est pas si mal, il y a quand même des choses qui se rapproche de ce que je recherche. Donc cette idée de partir d'un problème et d'en trouver une solution, que ce soit un métier à la fois 50% de social, et il y a aussi une partie, donc 50% plutôt administrative, donc pas en interaction. Et là je me dis, bon ben déjà ce paramètre-là, ça va me permettre de me respecter, on va dire, du point de vue du handicap, parce que je me verrais pas non plus faire qu'un métier coupé des autres, mais je sais, maintenant que j'ai eu cette expérience de professeur des écoles, que être tout le temps en interaction toute la journée, c'est juste épuisant. Mes projets pour la maroquinerie, c'est d'abord d'intégrer pas forcément une grosse boîte, mais en tout cas d'accompagner des artisans, être salarié pour apprendre vraiment le métier en direct, en étant encadré par des artisans. L'idée d'avoir ma propre entreprise m'a traversé l'esprit, mais là ce serait vraiment plus sur du très long terme. Je pense que les sacs, c'est ce que j'ai envie de faire en premier, niveau création, mais je pense aussi que c'était un de mes... le cellier avec qui j'ai travaillé qui disait on pouvait tout faire du berceau au cercueil, pour le coup, qui suffisait d'un petit bout de fil, et c'est un peu ça que j'ai envie d'essayer de développer si j'avais mon entreprise à moi. Mais là, pour l'instant, ma feuille de route, c'est d'intégrer déjà les formations et avoir la formation. J'aimerais ne pas dépasser 3 ans pour une nouvelle formation. Ça me laisserait le temps de refaire des économies et d'avancer un peu sur notre projet maison. Du coup, je vais intégrer à la rentrée une licence professionnelle donc pour être responsable HSE. Aujourd'hui, du coup, ça fait 5 mois que je travaille pour l'association. J'y trouve beaucoup de sens. Alors c'est sûr, maintenant je travaille uniquement sur les questions du harcèlement scolaire, et en même temps c'est tellement important que je pourrais pas dire que ça n'a pas de sens, ce serait faux. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui l'éducation, ça reste un fil rouge auquel j'aimerais pouvoir consacrer mon temps professionnel. Se lancer dans une reconversion, c'est déjà, je pense, en énergie assez fort comme sensation. Je pense que la difficulté, c'est plus dans ce que nous on s'est fixé. Si on s'est fixé une durée, si on s'est fixé un temps, si on s'est fixé une formation à faire, toutes les listes de choses qu'on peut se mettre dans la tête, et là on va se dire notre liste est longue et ça peut sembler difficile, mais qu'il faut pas se dire qu'on va se reconvertir demain. Tout de suite, il faut juste le préparer. Je pense que mon état d'esprit a vraiment drastiquement changé, parce que faire ce bilan de compétences et cette reconversion, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que, mais en fait, c'est pas parce que tu choisis une voie que tu es coincé. Les compétences que tu as acquis durant tes études ou durant ton expérience, tu les gardes toujours avec toi. Et puis, il y a vraiment cette idée de... Je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, de pas rester figé, de pas se sentir coincé. C'est une bonne bouffée d'air frais, je pense.